Diversifier sa mise en activité. Le travail en binôme. À la fin de cette vidéo, vous saurez organiser le travail en binôme, expliquer les apports pédagogiques du travail en binôme, mettre en place de manière appropriée ce travail, gérer les problèmes éventuels et proposer des activités diversifiées en binôme. Le travail en binôme est une forme sociale au cours de laquelle deux élèves accomplissent une tâche de façon autonome et collaborative. Le travail en binôme permet de nombreuses variations et combinaisons de méthodes avec d'autres formes sociales de travail. On peut par exemple l'organiser sous la forme de briefing de binôme, de puzzle de partenaires, d'interviews, de duos synchronisés. La première possibilité pour un travail en binôme est un travail par voisin de table. L'effort d'organisation y est plus simple. Il faut veiller cependant à la clarté de la consigne et à fixer un temps minimum afin que les binômes sachent ce que l'on attend d'eux à la fin. Le travail en binôme doit être précédé d'un temps de travail individuel propre à la pédagogie collaborative. Pour cela, voir la première vidéo avec la méthode du Think, Pair, Share. La deuxième possibilité, c'est le principe du hasard. On peut utiliser un jeu de cartes, les élèves ayant les mêmes valeurs se mettent ensemble. Ou alors des images identiques, comme dans le jeu Mémo. Attention à ne laisser personne sans binôme. Pour des classes au nombre d'élèves impairs, vous pouvez accepter un groupe de 3. Enfin, après le travail en binôme, le plus grand nombre d'élèves possible doit pouvoir présenter son travail. Laissez la présentation des élèves se dérouler jusqu'à la fin. Faites ensuite des corrections, encourageant les petites progressions. Le travail en binôme est une bonne préparation au travail en équipe. Avant de faire travailler des élèves non expérimentés en groupe, on devrait leur apprendre à travailler en individuel, puis en binôme. Ce sont les conditions préalables pour obtenir un travail de groupe productif. Du point de vue intellectuel, le travail en binôme est particulièrement efficace si une phase de travail individuel le précède. L'apprentissage est alors directement lié à l'utilisation de ce que l'on a appris. Les binômes échangent entre eux et apprennent par la communication et la transmission de façon particulièrement intense. Quand on présente à un camarade la solution d'un devoir sur lequel on a déjà travaillé ou qu'on résume un texte que l'on a déjà lu, on se rend compte de ce qui fonctionne ou non dans la présentation. On pense alors à son propre apprentissage, on l'optimise. Les élèves évoluent dans une zone neutre, ils ne doivent pas se sentir directement contrôlés. Cela permet de faire des tentatives et réduit la peur de s'exposer devant les autres. Le travail en binôme offre ainsi à l'élève plus faible ou plus réservé une occasion de mieux s'intégrer. Dans les binômes, les élèves sont souvent plus concentrés que dans un groupe. C'est également amusant de travailler avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Cette méthode peut alors susciter ou renforcer des amitiés dans la classe. Enfin, du point de vue de l'enseignant, le travail en binôme n'exige pas d'efforts particuliers d'organisation, ce qui est un facteur non négligeable. D'un point de vue général, le travail en binôme est adapté pour échanger sur les résultats d'un travail individuel, pour réaliser un partage des tâches, un travail difficile ne pouvant être effectué par un seul élève, pour appliquer le principe de l'entraide, un élève plus fort peut aider un élève plus faible. Ici, il faudra faire attention toutefois à la zone proximale de développement de l'enfant. Un élève très faible avec un très bon élève a beaucoup moins de chances de fonctionner. Il faut essayer de mettre en binôme des élèves qui sont proches de leur zone de capacité de développement. Ainsi, on pourra mettre en binôme les élèves pour préparer des dialogues, pour résoudre un problème difficile, pour interpréter deux sources, pour produire à deux. Les problèmes éventuels, il arrive souvent que deux élèves ne veuillent pas travailler ensemble. N'attendez pas que cela se produise, expliquez aux élèves en amont que vous accordez de l'importance à ce que tout le monde puisse travailler avec tout le monde, que par exemple plus tard dans la vie professionnelle, on ne peut pas choisir son collaborateur ou son équipe. Si les relations entre deux élèves sont extrêmement difficiles, on peut faire une exception. On peut ensuite discuter avec eux à la fin du cours en leur expliquant que vous attendez d'eux qu'ils sachent à court terme pouvoir collaborer. Éviter les longues discussions lors de la constitution des binômes. La classe doit accepter comme une règle générale le principe du hasard et ou la constitution des groupes.
Pour réussir une mise en activité en binôme au moment de l'organisation de l'activité, il faut veiller à ce que les binômes puissent travailler l'un tourné vers l'autre, sinon le travail en binôme risque de devenir celui de deux élèves en individuel. Veillez à ce que les élèves tournent leurs chaises l'un vers l'autre afin qu'ils aient un contact visuel. Ensuite, fixez avec eux les règles que les binômes doivent respecter. Le briefing de binôme. Le briefing de binôme est une forme particulière du travail en binôme. On commence par travailler seul, puis on se renseigne mutuellement sur le produit de son travail. L'expression anglaise briefing signifie procurer des informations à un partenaire. La classe est divisée en deux groupes qui travaillent chacun sur le même sujet mais d'après des supports différents et de taille à peu près égale. Deux extraits de texte, deux schémas, deux images, deux sources différentes, etc. Les deux supports doivent impérativement être en lien l'un avec l'autre. De longs textes peuvent être coupés en deux, à condition de pouvoir comprendre une partie sans avoir lu l'autre. Accordez suffisamment de temps pour la partie individuelle. Pour la lecture, précisez aux élèves que l'on doit lire deux fois. La première lecture donne un aperçu, la deuxième permet de prendre des notes en vue de la présentation. Travail en binôme est divisé en étapes dont le déroulement est à suivre scrupuleusement. L'élève A rend compte, pendant que B écoute et B résume. B rend compte, A écoute, A résume. Pour la présentation, A et B s'échangent les documents, A et B présentent le résultat de leur travail. Une version facile est possible, A et B gardent leur propre support. Les présentations peuvent se faire en trois groupes de deux élèves. Un groupe présente, pendant que les deux autres écoutent, puis font un feedback. Ou alors, on peut très bien interroger quelques groupes qui sont sélectionnés. Les apports pédagogiques. Lors d'un briefing, les élèves deviennent responsables de leur propre apprentissage et de celui du binôme. Les partenaires doivent coopérer pour obtenir une production de qualité. Cette méthode est donc très efficace pour acquérir des compétences de travail en équipe. Cette méthode permet l'acquisition de compétences car elle combine le travail sur de nouvelles connaissances à une application directe de celles-ci. Lorsqu'il s'agit de travailler ou d'utiliser le contenu d'un texte, elle peut également contribuer de façon importante à un entraînement des compétences de lecture. Le briefing implique tous les élèves dans le cours. Il permet une profusion d'interventions orales effectuées en parallèle et sur un temps bref. En outre, le briefing est très apprécié des élèves. Certains profitent de cette occasion de pouvoir s'exprimer librement, sans contrôle direct. Les élèves apprécient la variété apportée par la méthode et trouvent que le temps passe très vite. En répétant la méthode, les élèves acquièrent très vite une routine dans sa mise en application. Le briefing de binôme peut être pratiqué de nombreuses fois sans perdre de son attractivité. Le briefing de binôme se prête à tous les actes pédagogiques au cours desquels on travaille avec des documents écrits de type texte, mais également avec des illustrations, des statistiques, des graphiques. On peut l'utiliser dans la plupart des disciplines, y compris les disciplines scientifiques. Cette méthode encourage l'expression orale. Le problème le plus souvent évoqué est le volume sonore, lorsque par exemple 15 à 30 élèves parlent en même temps. On peut y remédier en éloignant au maximum les groupes. Les binômes devraient également être assis face à face afin de se concentrer sur leur groupe. Un autre problème peut être un temps de lecture des documents trop court. Si les élèves doivent lire un texte à la va-vite, ils ne seront ensuite pas en mesure de résumer efficacement à leur binôme. Accordez-vous sur une durée maximale. Prolongez-la au cas où les élèves exprimeraient le besoin de plus de temps. La méthode peut donner des résultats insatisfaisants si la structure n'est pas respectée. Les élèves doivent particulièrement s'y tenir. Enfin, il faut s'assurer que les documents sélectionnés soient adaptés à un résumé oral. La méthode du duo synchronisé. Il s'agit d'un travail en binôme, où les élèves peuvent travailler à leur rythme. Il y a alternance de 3 ou 4 courtes phases de travail individuel et de travail en binôme. Le support pédagogique est le même pour toute la classe. On doit pouvoir le travailler en plusieurs étapes, dont les consignes présentent un degré de difficulté croissant. Après avoir travaillé seuls, deux élèves qui ont eu besoin du même temps de travail pour un exercice peuvent se réunir afin de discuter de leurs résultats. Le duo synchronisé doit être précédé d'un cours en frontal afin d'instaurer les préalables nécessaires à la réussite de la méthode.
Il faut commencer par choisir deux exercices. Il est possible de combiner différents supports. Dans un premier temps, l'élève travaille seul sur le premier exercice et rend compte à l'écrit. Une fois terminé, l'élève lève la main. Quand le travail est terminé, il peut également se lever discrètement et silencieusement, indiquant ainsi qu'il est prêt à échanger. L'élève regarde dans la salle et choisit un élève qui s'est levé en même temps ou qui lève la main en même temps. Les deux élèves se dirigent dans un coin de la salle où s'assoit une table pour discuter de leurs résultats. Puis ils regagnent leur place, effectuent le deuxième exercice en silence et recherchent à nouveau un binôme. Le processus se répète ainsi lors de la séance. Lors de la première tentative, il est bon de se contenter de 2 phases et d'élargir ensuite à 3 phases après l'installation de la routine. Fin du duo synchronisé, on doit procéder à une phase de consolidation et de fixation des nouveaux acquis. La différence de rythme des élèves est l'un des plus gros obstacles de l'individualisation du cours. Le duo synchronisé est l'un des moyens les plus efficaces pour régler le problème de la différenciation. La méthode ne pénalise ni les élèves les plus faibles, ni les élèves les plus forts. Chacun peut travailler à son rythme, tout en terminant le nombre d'exercices qu'il est en mesure de faire suivant son degré de difficulté. La méthode génère une mise en activité importante des élèves et permet également de la suppression du stress et de l'anxiété. Les élèves gèrent la pression de devoir finir les exercices dans un temps imparti. La méthode s'avère être un moyen efficace de régler les problèmes de discipline. Les élèves travaillent de façon étonnamment silencieuse et perturbent très peu le cours. Les élèves les plus lents ont des résultats et sont mieux intégrés dans la classe. On peut appliquer la méthode du duo synchronisé dans des phases d'exercice et de révision. On peut également aborder de nouveaux thèmes de cette façon, par exemple sous la forme de premier exercice d'application. On peut introduire cette méthode pour l'élucidation d'un texte ou encore pour la formation du jugement, par exemple, en confrontant les élèves à des textes subjectifs à partir desquels ils doivent prendre position pour échanger ensuite avec leur binôme. La formation des binômes, on peut résoudre le problème du choix restreint des binômes par une règle qui impose que le binôme soit différent à chaque phase. On règle ce problème de façon plus efficace en parlant avec les élèves afin qu'ils comprennent eux-mêmes l'intérêt de travailler avec le plus grand nombre d'élèves possible. Se lever peut paraître inhabituel, voire embêtant, voire difficile par l'enseignant. Les élèves ont également une tendance à attendre le plus longtemps possible avant de se lever jusqu'à ce qu'ils repèrent un binôme avec qui ils veulent travailler. On peut passer par la phase du lever de main et puis ensuite on peut recommander effectivement de se tenir au lever en silence et d'encourager les élèves avec insistance. Après plusieurs mises en place, les élèves trouveront même agréable de se lever. L'interview de binôme. Dans cette méthode, les élèves s'interviewent mutuellement sur un sujet qu'ils se sont auparavant approprié. Ils travaillent individuellement sur un support en réfléchissant à des questions qu'ils souhaitent poser à leur partenaire d'interview qui aura travaillé sur le même sujet. Ils endossent donc à la fois le rôle d'apprenant et celui d'enseignant. En tant qu'apprenants, ils acquièrent de nouvelles connaissances. En tant qu'enseignants, ils invitent leurs camarades à mettre en pratique les connaissances acquises. Dans le cadre du travail en interview collaboratif, on invite les élèves à prendre connaissance des documents d'un corpus et à formuler des questions que l'on pourra poser en interview à un binôme. Lors de la première mise en œuvre de cette méthode, veillez à préparer les questions afin que les élèves puissent disposer d'un modèle pour concevoir ensuite leurs propres questions. On peut aussi bien imaginer quelques questions à proposer et de demander aux élèves d'en formuler 2 ou 3 autres. Les binômes peuvent ensuite être formés sur le principe du hasard. Au cours du travail en binôme, il convient de s'assurer que les rôles sont bien respectés. L'élève 1 mène l'interview, l'élève 2 est interviewé. Très important, après la première interview, les 2 élèves passent en revue les réponses. L'intervieweur peut alors aider l'interviewé si celui-ci n'a pas répondu à certaines questions ou y a répondu de façon incomplète. Les réponses sont retravaillées ensuite. La méthode peut s'achever là s'il vous manque du temps, le mieux étant de refaire un tour en inversant les rôles. La présentation des résultats peut se faire aussi bien devant toute la classe qu'en groupe.
Apprendre en enseignant permet d'acquérir des compétences de façon efficace. Pendant le processus d'acquisition, les élèves pensent déjà à l'application des connaissances et développent la capacité d'utiliser ces connaissances en dehors du cadre scolaire. En présentant l'interview de leur binôme, les élèves s'entraînent à mettre en perspective, ils sont observés par une autre personne et apprennent que l'on doit manier avec justesse et prudence les informations qu'une personne fournit à une autre. On peut appliquer la méthode à la fin d'un cours ou d'un projet afin que les élèves s'interrogent sur ce que le binôme aimerait retenir à long terme, ce qu'il a trouvé de particulier, ce que l'on a appris, ce qui lui a plu, ce qui l'a perturbé. On peut également poser des questions de connaissances dans des interviews de fin de séance ou de séquence. L'interview est particulièrement adaptée aux élèves et efficace pédagogiquement si elle est conçue sous forme de dialogue joué. Les élèves peuvent par exemple jouer le rôle d'un personnage historique et présenter l'interview sous la forme d'un jeu de rôle préparé. La méthode suppose des compétences de lecture. Les élèves doivent être habitués à élucider des textes à l'aide de questions avant de devenir eux-mêmes des intervieweurs. Si on y ajoute une dimension ludique, cette méthode peut être utilisée de façon très efficace à partir de la classe de 6e. Parfois, les élèves ont tendance à pouvoir poser des questions pointues qui embarrassent le binôme. Vous pouvez alors introduire une règle permettant à l'interviewé de supprimer une ou deux questions. Essayez de faire comprendre clairement aux élèves que leurs questions doivent être formatrices et qu'il ne s'agit pas de coincer l'interviewé. Commencez par montrer le cas échéant un exemple de question adéquate sur un texte. Les critères, éviter les questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non, ainsi que les questions sur des détails qui n'apportent rien. Il est possible également que les questions soient redondantes et que cela déstabilise les élèves. Et expliquer que justement la redondance des questions est plutôt un atout pédagogique.